Je suis Frédéric Delavie, alors je suis connu pour mes livres de musculation. C'est le guide des mouvements de musculation qui a été un best-seller mondial vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Alors, plus d'1 million aux États-Unis, même plus, 1 million 2, 1 million 5, je ne sais plus. Je calcule plus, donc je suis parmi les auteurs qui vendent plusieurs millions de livres. Donc, et en plus, c'est bien, je suis français, donc je fais briller la culture française à l'étranger, la culture physique bien sûr, mais la culture générale, parce que j'ai fait les beaux-arts, et puis j'explique beaucoup de choses très intéressantes sur l'évolution humaine, tout ça. Et puis parallèlement, je suis aussi connu pour faire des vidéos qui abordent tous les sujets. Alors des fois on me critique, on dit j'aborde tous les sujets, j'aborde l'évolution humaine, des fois la survie aussi, la macroéconomie, l'économie générale, la sociologie aussi, et souvent, et on dit mais comment pouvez-vous parler de tous ces sujets, vous n'avez pas de diplôme, et là, non, je les aborde, j'aborde tous ces sujets sous un angle bien précis qui est l'angle des relations énergétiques des choses entre elles, ce qui est très simple, ce qui m'a été donné par l'étude du corps humain, l'étude de l'anatomie. Quand on étudie l'anatomie humaine, il faut considérer que le corps c'est comme un état avec sa frontière qui est la peau, une barrière, et puis il y a des interactions des organes entre eux à l'intérieur qui font que cet état, ce corps peut vivre comme un état avec le cerveau, comme le gouvernement, et puis la production, et puis évidemment le besoin d'avoir des relations extérieures pour prendre de l'énergie et puis aussi en donner aux autres pour pouvoir survivre dans un autre groupe encore plus grand qui fait tous les états. C'est très particulier. Le corps humain permet, quand on approfondit la connaissance du corps humain, ce qui est ma spécialité à la base, c'est l'anatomie, de comprendre le monde entier, si tu veux. J'ai fait plein d'études, puis j'ai aussi beaucoup voyagé, ce qui m'a permis de comprendre un peu les interactions des choses. Et des gens, des choses entre elles, et puis de comprendre aussi la survie, parce que je me suis retrouvé à vivre tout seul à l'étranger, sans communauté française, et à m'en sortir. Maintenant, je vis en Hongrie depuis une vingtaine d'années, à la base. Alors, à l'époque, c'était pas la Hongrie de maintenant, c'était quand même pas longtemps après la fin du socialisme. Ça, donc j'ai connu quand même un monde un peu différent du monde actuel. Ça m'a forcé à faire de la survie. Mais d'ailleurs, c'était beaucoup plus simple pour moi parce que comme j'étais pauvre en France, quand j'étais en Hongrie, j'étais beaucoup plus accepté parce qu'il n'y a pas de système de caste qui me mettait en bas. Après, maintenant, je vis aussi en partie en Allemagne, donc j'ai connu beaucoup de peuples, puis j'ai voyagé, pas voyagé en général, parce que j'aime aller en vacances quelque part, je vais tout le temps, je suis parti, c'était pour trouver du travail, ou pour essayer de trouver un monde meilleur, ou bien parce que je suivais une femme. Je ne suis jamais allé en vacances pour les vacances. Voilà. J'ai vécu avec les hommes, ce qui m'a fait comprendre le monde. Ça n'a rien à voir du tout, justement. Le peuple français, c'est très particulier. Alors, c'est quand on est en France, qu'on est immergé dans le peuple français, on n'a pas quitté, on n'arrive pas à bien voir la différence avec les autres peuples. On croit que on vit dans un monde qui nous paraît normal, et quand on va dans d'autres pays, on s'aperçoit de l'anormalité de la France. Quand on est comme un Hongrois qui irait en France, il s'aperçoit de l'anormalité de la Hongrie par rapport aux autres pays, comme je dis tout le temps. Le nez collé à l'édifice, on n'en voit pas la structure, c'est évident. Donc il faut prendre du recul pour comprendre les choses. Et la France, ce que je dis tout le temps, alors on se foutait un peu de ma gueule, je dis c'est essentiellement un pays de caste. D'ailleurs c'est un grand état centralisé, très vieux, qui marchait très bien, et qui était très stabilisé par un système de caste, comme un millefeuille, on ne monte pas, il n'y a pas de montée sociale, comme dit, il n'y a pas d'ascenseur social, ou bien il n'y a pas de barreau à l'échelle sociale, si tu veux. La France, c'est typiquement ça. Nous, on le paye actuellement à cause des attentats, parce que ce sont des gros problèmes, mais le problème ne vient pas des musulmans, le problème vient aussi parce que, évidemment, il y a un fondamentalisme musulman, mais le fait surtout que les mecs ne montent pas socialement, pas parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont pauvres, et en France, personne ne monte. Donc il y a une espèce de schizophrénie. Je suis français, mais je ne le suis pas. Tu vois, c'est un problème. Il n'y a pas d'unité en France, puisque c'est des systèmes de caste. C'est un système qui marche avec des strates différentes, et les passages d'une strate à l'autre sont quasiment impossibles. En Hongrie, c'est pas du tout le même système. On va dire que ça serait un système qui serait plus proche du système russe. C'est un système de camaraderie de village. Dans la Russie, c'est un peu différent, mais c'est une camaraderie de village. On appartient à tel village, donc il y a des entraides entre les mecs de tel village. Donc à partir du moment où tu es dans un village, on ne dit pas qu'est-ce que fait ton père,
c'est le fils de, non. On dit je viens de tel endroit. Et ce fait de venir de tel endroit te permet d'avoir des appuis de mecs de la même région qui vont à ce moment-là t'aider. Ben, moi je suis à Budapest, mon avocat qui est un notaire, c'est la même chose, c'est pas les mêmes systèmes juridiques, mais qui est l'Europe, c'est quelqu'un de mon village que je connais, donc je suis sûr, tu vois, présenté par des gens du village. Donc je suis à chaque fois avec des gens du village. Et quand je vais refaire mon appartement en Hongrie, je prends une copine, une ex, ok, mais de mon village. Tu vois, c'est des gens qui se connaissent. Après, on connaît d'autres gens présentés par les gens du village. Tu vois, c'est un système qui est différent, qui n'est pas un système de caste. Quand tu es invité à un mariage, tu vois, on voit par exemple, j'étais invité au mariage de... J'étais invité à un mariage de Marianne, une amie très gentille. Ben, son papa, ce qu'on appelle un milliardaire, puisqu'il a rebâti milliardaire en forint, bien sûr, tout Budapest. Mais il n'y a pas le fait qu'il est riche, non. Il a invité ses copains paysans qui venaient du même village avec lui. Alors tu as le paysan à côté, qui est éleveur de cochons, avec l'entrepreneur qui a construit une grande partie de Budapest, tu vois. C'est un système complètement différent, c'est une espèce de mafia de copains, tu vois. Et on est patriote au sein d'un village. C'est un peu comme le Piero San Giorgio qui parle un peu de tisser des liens. Ben, il y a une certaine unité dans un village. Donc c'est vrai qu'en cas de crise économique, les villages hongrois ne subiront absolument pas le problème puisqu'il y a une fraternité interne dans chaque village. Tu vois. Ce qu'on n'a plus forcément en France. Ce qu'on n'a plus en France, tu vois. C'est ça le problème de la France. La France est un grand pays, mais on n'a plus ça en France, tu vois. On avait un système qui marchait très bien, maintenant qui marche moins. Alors l'Allemagne, c'est encore différent. L'Allemagne, c'est une espèce de méritocratie, une véritable méritocratie. D'ailleurs, on est son travail. Tu vois, la plus grande insulte qu'on pourrait dire à un Allemand, c'est tu es asocial. Asocial, c'est pire que tout. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'as pas de travail, tu n'es pas à ta place dans la société. Tu vois. Et là, l'allemand, c'est son travail. On ne pose jamais la question, c'est le fils d'eux, comme en France, tu vois. En gros, je suis assis à côté du staff, on n'a rien à foutre. En France, on présente quelqu'un, là, c'est le directeur de telle usine. Ah, c'est un tel qui a fabriqué tel tracteur. Ah, c'est le monsieur, c'est celui qui fait les toits, et c'est un très bon artisan. Il y a une fierté de l'artisan. D'ailleurs, tu vois sur le bord des routes en Allemagne, il n'y a pas de Turcs, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont venus un moment parce qu'il y avait pénurie avec la guerre et tout ça. Mais le travail manuel, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Le travail manuel, c'est une fierté en Allemagne. Le travail est une fierté en Allemagne, tu vois. Donc c'est une véritable méritocratie. Et les gens, ils n'appartiennent pas vraiment à un village, on les aime dans le village, mais ils peuvent des fois se déplacer dans toute l'Allemagne. Il y a une très grande mobilité, une mobilité entre Länder, entre pays allemands, tu vois, où les mecs allaient vendre leur savoir-faire d'un pays à l'autre, sans véritable oligarchie. Tu vois, ceux qui tenaient l'Allemagne, c'était les corporations. La noblesse, ça n'est pas la puissance de la noblesse française qui a été remplacée par la bourgeoisie. Il n'y a pas de bourgeoisie en Allemagne. Il y a des riches, des pauvres. Il n'y a pas une classe sociale bourgeoise. Il y a les riches de Munich, par exemple. La mentalité entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud est différente, puisqu'il y en a une qui est catholique, une autre qui est plutôt protestante, une autre qui est plus religieuse. Mais il y a on va dire, le fait d'être germain, tu vois, qui unit tous ces gens-là. C'est je suis germain, c'est racial. Germain, qualité allemande, et je vends mon savoir d'une ville à l'autre, où il y a une espèce de lutte économique entre les Länder, mais dans une union allemande. C'est-à-dire c'est la germanité qui unit l'Allemagne et la méritocratie et le travail. C'est le travail et la finalité. En Angleterre, aux États-Unis, plutôt pas en Angleterre, aux États-Unis, la finalité c'est l'argent. Mais l'argent qui est quelque chose qui est donné par Dieu, si tu veux, c'est le fait que tu as bien travaillé. Donc c'est pour ça qu'ils perdent un peu cette rigueur allemande par le fait que l'important c'est là, on est prêt à tout pour l'argent. Mais l'argent a une grande valeur aussi parce que ça te montre que tu as réussi, que tu as travaillé. Tu vois, mais où tu as bien géré. Et c'est aussi des gestionnaires, plus que des gestionnaires avec Wall Street et tout ça, c'est des mecs qui vont faire de l'argent. Il y a une argent par émission comme on travaille. L'Allemagne, c'est le travail qui compte, le travail de l'homme. On est fiers de travailler sur le bord de la route. Tu as des grands blonds équipés dernier cri qui vont débroussailler ou bien qui vont passer la bétonneuse ou qui vont te faire les routes. Tu vois. C'est une fierté. Alors qu'en France, il y a une dichotomie entre celui qui pense, tu sais, le grand mec un peu qui réfléchit avec des lunettes, issu de notre famille, ou bien le petit à lunettes, et puis le travailleur un peu rappelé, qu'on méprise un peu, bien, qui est souvent un étau, fait dire aussi du bled, qu'un étranger. Tu vois, alors qu'en Allemagne, le travail manuel est vraiment sacralisé. Et en même temps,
c'est travail manuel et travail d'esprit en même temps. C'est le corps et l'esprit en Allemagne aussi. Hein. On est fiers d'avoir les deux. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ils font pas assez d'enfants. Alors, ils ont les Turcs, mais le problème des Turcs, il n'y a pas de problème de Turcs, mais les Turcs en Allemagne, c'est pas notre émigration à nous. Hein, c'est pas les Turcs sont venus prendre des niches écologiques, des niches économiques. Je considère un État comme une structure organique qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que les Turcs, on ne les retrouve pas beaucoup dans le bâtiment. Ils ont repris la nuit, souvent, parce que effectivement, la nuit, c'est pas tenu par les Allemands, parce que les Allemands, ils sont plutôt de la journée, ils sont très casaniers. Alors, on se lève tôt le matin, on va au travail, entre, je ne sais pas, 6h et 7h30, on a le droit d'être en association, et après, on revient à la maison, où il y a Bobot, Gérald, qui dirige un peu, et c'est très... la prêtresse allemande qui est là et qui dirige. Et les femmes ont un très grand rôle en Allemagne, hein, d'ailleurs Merkel ou quoi, mais l'homme à la maison, en général, pas grand chose, il y a une espèce de partage des tâches, l'égalité, mais il y a une espèce de liberté entre le travail et la maison où il ira à ce moment-là dans une association pour faire des modèles réduits, ou une association de collectionneurs de Ferrari s'il est riche, ou je sais pas, au sex shop, mais au nightclub, ils appellent ça des nightclubs, c'est des bordels, il y en a partout parce que sa femme ne couche pas avec eux, mais la famille est importante, il ira se vider les couilles, par exemple dans un nightclub avant de retourner à la maison où il sera soumis. C'est très particulier là-bas, c'est ça. Mais eux sont par rapport à la crise économique, d'abord ils ne la prennent pas dans la gueule réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'Europe centrale et avec l'Europe centrale, ils avaient déjà des communications depuis, ils étaient déjà là-bas depuis des centaines d'années. Donc c'est les sages, ils sont en relation avec toute l'Europe centrale depuis, c'est leur ère culturelle, leur ère de travail. Et surtout, ils sont en collaboration avec la Russie, la Chine. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, ils fournissent toutes les pièces de haute qualité d'usine, tout ça, qu'on peut faire en petite série. C'est eux qui construisent les usines chinoises, c'est eux qui font l'industrie, les pièces industrielles qui ne sont pas forcément faites en grande quantité, mais de haute technologie. Ils ont des ingénieurs haute technologie très très performants. Déjà, ils sont éduqués petits à avoir des super ingénieurs. Et après, ils produisent en Europe centrale où les mecs bossent pour 400 €. Alors, on dit, oh, c'est dégueulasse, ils bossent pour 400 €. Mais non, non, ça s'arrange d'une façon très très particulière là-bas. C'est que les mecs, ils ne sont pas exploités à 400 €. Ça a tout le temps marché comme ça. Ils bossent pour 400 €, mais ils récupèrent sur des aides européennes. Où à ce moment-là, comme c'est des villages, un mec du village va récupérer plusieurs millions d'euros pour faire un hôtel, dans l'hôtel il y aura une crèche pour les gens du village et un spam dernier cri. Donc ils vivent à 400 €, mais ils ont le droit au spam dernier cri. Par exemple à la crèche, le super top avec l'écran plasma, le grand, le paradis en caoutchouc pour que les gamins ils sautent quand ils sont petits. Et on se retrouve avec des mecs qui à 400 € ou 500 vivent très bien et produisent pour les Allemands qui eux envoient leurs produits de haute qualité dans le monde entier, tu vois, en Chine, partout. C'est principalement leur berline, tu vois, ou leur voiture, mais aussi les lampes électriques, tu sais, Siemens, je crois, ou avec Bosch, t'as plein de boîtes qui vont produire en grande quantité là-bas. Mais par contre, toute la production intellectuelle de création est faite par les petites PME utilisées par toutes ces grosses boîtes qui, par rapport aux grosses boîtes françaises, ramènent les bénéfices, une partie des bénéfices en Allemagne pour participer à l'impôt. Ce qui fait que les PME sont allégées et les mecs travaillent dans de bonnes conditions avec des logements souvent beaucoup moins chers qu'en France. Donc ils ont une productivité beaucoup plus forte. Alors quand on raconte oui le SMIC et machin, mais non, tout le monde trouve du boulot en Allemagne s'il veut. Ne pas en trouver, c'était un asocial. Tout le monde, et les Turcs, eux, ont la nuit, tu vois, ils ont les nightclubs, les épiceries de nuit, trucs comme ça. Et c'est pas la même immigration qu'on a en France, où c'est des mecs qui ont été amenés pour bosser pas cher, remplaçant les Français grévistes à cause d'un système de caste. Le mec, ça fait qu'en travaillant, il n'est pas monté. Donc, on se retrouve avec une espèce de haine sociale en France entre les groupes. On ne s'aime pas, on se méprise. D'ailleurs, ce que je disais pour les attentats récents, il remarquait que c'est des attentats. On va en parler plus tôt. Ouais. Mais moi je parle c'est des attentats qui ont été faits par des Français, malheureusement. C'est des Français, c'est limite une guerre civile. Il n'y aura jamais de guerre réellement civile. Il y a beaucoup plus de Français que d'émigrés du Maghreb. Mais c'est un gros problème. L'Allemagne, elle vit grâce à sa puissance industrielle et sa puissance d'innovation industrielle. Donc
donc elle est très forte là-dedans, hein, dans la puissance pour créer des berlines, pour créer des outils de haute technologie, pour créer des usines, des choses de haute technologie, c'est sa force. L'Allemagne, c'est la création industrielle, elle est au top, hein. C'est des mathématiciens, c'est des calculateurs, c'est des gens qui arrivent à se projeter dans l'avenir, c'est leur culture, dès qu'ils sont petits, ils sont éduqués comme ça. Tu vas sur le bord de la route, tu t'arrêtes dans une pompe à essence, tu vois des livres qui sont déposés pour les enfants, tu sais, c'est comment fonctionne un aéroport, les différences de grues, comment fonctionne un commissariat, et c'est tout le temps très technique, là, comment ils abordent le monde de façon très technique. Des fois, débarrassé de sentimental, tu vois. L'allemand parle beaucoup de sentimental, il est romantique parce qu'en fin de compte, il ne l'est pas du tout. C'est un calculateur pur et dur qui va t'exécuter des gens sans problème. Il n'a pas d'émotion, il est projeté dans le futur. Projeté dans le futur, tu n'es pas déconnecté du présent. Donc ça, c'est l'allemand. Hein, et ils forment dès qu'ils sont petits, des petits ingénieurs, des petits techniciens. Dès qu'ils sont petits. Alors que les Français, tu t'arrêtes sur le bord de la route dans la station d'essence, ils vendent des livres pour les petits gamins. C'est Nounou l'ourson a fait un cauchemar, Zizi le pingouin a attrapé froid, les aventures de Bibi le lapin, tu vois, dans le potager. Et on voit des différences dans la façon d'éduquer les enfants, d'un côté assez sentimental français, et de l'autre côté très technique allemand. Ça, c'est vraiment la différence. Alors les Russes, économiquement, Poutine a tout récupéré, ils ont le gaz et le pétrole. Donc ils n'en ont rien à foutre et ils sont tournés vers la Chine. Et la Chine, ils fournissent à la Chine de la matière première, et la Chine, ils nous donnent même les territoires de l'Est pour que la Chine fasse de l'agriculture, tout ça, il n'y a aucun problème. Donc on voit déjà que la Russie est tournée vers la Chine et vers l'Allemagne. Et le problème qu'il y a eu sur les problèmes de l'Allemagne qui a été attaquée par l'Amérique sur Volkswagen, c'est tout simplement le fait que l'Allemagne voulait jouer sur les deux tableaux. Je suis avec les Américains pour leur vendre les berlines et pour faire la conception de moteurs, mais je suis aussi avec les Russes qui, eux, sont l'avenir, réellement économique. Le gaz arrive maintenant très rapidement par la Baltique, sans passer par la Turquie qui est avec les Américains, tu vois, c'est ça. Donc il y a une espèce d'alliance, comme je dis, il y a la grande Eurasie en train de se former, d'où les problèmes économiques actuels qui font peur aux Américains, qui veulent garder leur première place mondiale, éviter les troubles sociaux chez eux. Ils sont ni méchants, ni gentils, mais on a des guerres de superpuissance. Et on a la naissance de la grande Eurasie, qui est pour le moment Allemagne, Russie, Chine. L'Iran étant avec la Russie pour bloquer l'acheminement de pétrole et empêcher bloquer le fait de pouvoir sortir si jamais une république de l'Orient après la mer Caspienne, l'Asie centrale, risquait de retomber comme le Turkménistan qui a été retombé à un moment en main des Américains, ce qui a posé des problèmes, toutes ces guerres, tout ça, le Tchétchénie, tout ça, machin. On essayait c'était les Américains qui essayaient de se faire sortir le gaz et le pétrole du Turkménistan pour couler la Russie économiquement en lui enlevant un de ses producteurs et en lui bloquant, tu vois, c'est des grosses guerres énergétiques, tout est énergétique. Et tout ce qui est guerre de religion, ça c'est simplement utiliser des alliances tribales derrière des religions qui unissent les groupes, et chaque groupe est uni derrière une religion, derrière une variété de religions, derrière un schisme, pour en vérité solidifier le groupe tribal, mais l'Amérique et même la Russie utilisent ces gens-là pour eux se battre pour maintenir leur niveau. Alors surtout l'Amérique qui était très très calculatrice, voilà, qui est très dur, mais la Russie n'est pas toute blanche, bien que moi je dis l'Europe peut se tourner vers la Russie. Mais la Russie par exemple bloquait les acheminements qui auraient pu venir du sud des pays arabes et passer vers l'Europe, vers la Turquie, qui a après l'Europe, l'Allemagne. Donc on voit qu'eux ils bloquent aussi, d'où les problèmes Syrie, d'où Daesh qui était entretenu par les Américains, et parce qu'ils se comportent très mal, et parce que ça commence à faire tâche d'avoir des mecs primitifs qui appliquent un islam moyenâgeux qui marchait à l'époque. Attention, l'islam du prophète a pacifié des mecs qui étaient unis derrière des idoles qui représentaient des ancêtres communs. Mais lui, il a fait l'unification derrière Allah et de Dieu qu'Allah et Mohamed et son prophète, ce qui a marché, ce qui était vraiment divin, parce qu'il a unifié des mecs qui se massacraient. Mais il faut réadapter cette religion à la modernité, si tu veux. Ça va pour des mecs du 7e siècle qui s'égorgent, qui tuent les gamines tout simplement pour faire la régulation de naissance, comme font les Inuits. Il ne faut pas penser qu'ils tuaient les gamines parce qu'ils étaient méchants, ils tuaient les gamines parce que dans un univers à calories limitées,
les tribus, le territoire a vachement d'importance et on fait de la régulation des naissances parce qu'on ne peut pas être trop. Donc on tue une femme au lieu d'avoir un garçon pour protéger le territoire. Si les mecs viennent, te prennent ta bouffe, tes chèvres, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'était très bien adapté. Mohamed est un mec très intelligent, qui a le savoir par ses voyages et aussi par Dieu. Ta vie, ton instinct, tu te le donnes. Voilà. Alors, Gabriel, si on veut. Donc voilà, et les Russes et les Américains de leur côté essayent de pousser par là. Donc tu vois, on voit des grandes unités, on voit des différences. Et la France, elle, se trouve coincée dans cette situation. Je parle de tout. Elle se trouve, on comprenne un peu pourquoi on a des attentats actuellement. Hein, bah, tout simplement parce que la France étant coincée était aux ordres des Américains qui l'autorisent à diffuser du gaz, Qatar, Koweïti, du pétrole saoudien, je ne sais pas, je ne regarde pas tout. C'est l'Amérique qui l'autorise à faire ça et en échange, parce qu'ils peuvent très bien dire maintenant, on ne t'autorise plus, c'est d'autres qui vont prendre toujours cet aspect de calories énergétiques. Et elle est obligée d'obéir aux Américains, hein, bien que la France soit une grosse productrice d'électricité nucléaire. On doit dire bravo à nos ingénieurs, à ça, il faut conserver nos ingénieurs qui sont très forts, mais elle est un peu aux ordres des Américains, parce que les Américains lui autorisent à diffuser du gaz qatari, et si jamais l'Amérique n'est pas contente et la France ne le dit pas, ils vont bloquer. Et on se retrouvera avec des partis politiques qui ne recevront pas l'argent de Total. C'est Total qui diffuse ça. Et Moustache, là, qui est mort, comme je dis, ça se trouve, il est mort en Russie, comme je dis tout le temps, malencontreusement, au moment où il voulait se tourner vers la Russie pour voir si Total ne pouvait pas diffuser du gaz, du pétrole russe ou du gaz, tu vois. On est tout le temps dans des questions énergétiques très très importantes. Hein. Et ni méchant ni gentil, chacun joue sa carte pour essayer de rester à haut niveau. Les Américains sont en train de lâcher les Daesh qui vivaient économiquement grâce au pétrole qu'ils vendaient à la Turquie. La Turquie, on la voit qui arrive, elle a la plus grosse armée, la plus grosse aviation d'Europe, avec l'équivalent 2 fois, elle a l'équivalent en aviation, en modèle de très bonne qualité, en aviation de la France et de l'Angleterre réunis, la Turquie. C'est-à-dire qu'on a la plus grosse armée américaine, ces avions américains essentiellement, aux portes de l'Europe, qui est là pour stabiliser la région. C'est pas Israël, c'est la Turquie aussi, Israël aussi, mais c'est surtout la Turquie. Israël est un peu indépendant, ils ont sa carte, pour d'autres raisons. Tu vois, donc on a quand même un gros bloc ici, et de suite à les Kurdes, qui veulent leur État et qui font la guerre avec les Turcs. Sauf que maintenant les Kurdes, c'est un peuple sans État, hein, mais qui sont très nombreux, et ils sont sur Daesh. Et la carte qui est en train de jouer les Américains actuellement, c'est les Kurdes qui étaient avec les Russes, mais depuis qu'ils sont avec les Russes, ils n'ont pas encore récupéré leur territoire, parce qu'ils étaient avec les Syriens. Les Américains doivent pousser les Kurdes et dire, écoutez, mettez-vous avec nous, si vous prenez Daesh, si on détruit Daesh, tout le monde se met là, on vous donne un État, kurde à la place de Daesh. Donc, on a au sol Daesh appuyé par les Américains, les Russes qui bombardent pour quand même essayer de bloquer tout ce passage-là pour être Syrie et bloquer avec la Syrie, Iran, pour pas que les Américains puissent passer leur pétrole, et les Russes et les Turcs qui veulent eux garder leur pétrole qui vient de Daesh, c'est eux qui financent Daesh. C'est le pétrole qui est envoyé en Turquie pour faire marcher un gros État qui produit beaucoup. Tu vois, c'est ça. Et tous les camions turcs que tu vois qui traversent toute l'Europe, tu peux être sûr qu'ils roulent jusqu'en Bulgarie ou en Hongrie avec du pétrole des choix. Tu vois. Et ils achètent des petits hôtels où ils doivent sûrement faire venir un peu de pétrole. Et c'est du pétrole des choix en marché noir qui arrive. Donc, et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de remplacer Daesh, qui passe très mal pour tous les exécutions qu'ils font, hein, avec bien sûr, les Américains leur disent on va vous filmer ça, en vérité on va vous filmer ça pour vous rendre détestable, pour qu'on vienne vous détruire. Et eux ils ne sont pas aperçus au début, ils ont dit c'est bien, les Américains continuent à nous fournir un peu d'armes, tout ça par l'intermédiaire sûrement des Turcs qui doivent leur fournir des véhicules, des trucs des choix, des Hummer, trucs comme ça, et eux vont acheter des Toyota, tu vois, Toyota, t'as vu ma voiture, c'est une voiture très choise, c'est les mêmes, c'est des voitures de combat, plus des mitraillettes américaines, tout ça. Donc voilà, on est en train d'avoir une restructuration, et les mecs essayent de dégager Daesh pour le remplacer par un État. Visiblement, par qui on va le remplacer? Par un État turkmène, kurde. Un État kurde. On veut remplacer par les Kurdes. Et les Kurdes qui sont pourtant les ennemis des Turcs. D'où, actuellement, les attentats qu'on a. Turquie, ils ont fait sauter des mecs qui étaient pour la paix entre Kurdes et Turcs. Les Russes qui sont bombardés, on leur a fait sauter l'avion de 143 morts. 93 morts, ça a dû augmenter en Turquie.
le Hezbollah qui se battait avec les Syriens, tout ça, je crois, on leur fait sauter un quartier, 43 morts à la bombe, et maintenant les Français, qui sous les ordres américains, vont bombarder Daesh parce qu'on les autorise à diffuser du pétrole, des pétromonarchies, du pétrole et du gaz, des pétromonarchies du Golfe, sous accord américain. J'étais à côté. Alors ça fait un sacré effet. C'est assez désagréable, ça fait des décharges d'adrénaline quand tu es au restaurant, quand tu apprends que c'est pas loin qu'il se passe ça, tu vois. Et les Français commencent à s'apercevoir que c'est la réalité, mais ce que je voyais, c'est qu'ils n'avaient aucune conscience de ce qui se passait. Tu vois, moi je sais que ça commence à péter. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui permettent de localiser tout de suite les attentats, donc de pouvoir se mettre à l'abri. Malgré les réseaux sociaux, les gens restaient en terrasse, pensant que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est une folie. Quand il arrive des trucs comme ça, il faut se mettre à l'abri, ça peut t'arriver à toi. Donc sur la liste, tu dois le savoir. Je veux dire, il faut me prévoir, et je sais que j'étais au resto, puis j'arrive, et puis on entend mitraillage au hall. Alors effectivement, c'est arrivé dans le monde, ils ont peut-être arrêté un mec ou c'était une fausse alerte, mais les gens restaient dans le resto, j'étais au hall. Moi, peu de gens, mais moi j'ai dit, connaissant les trucs, j'ai dit écoutez, vous fermez le rideau, vous baissez les lumières et on continue à manger, vers l'arrière. Les gens au début ne comprenaient pas, ils restaient, tu vois, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive que comme les mecs quand ils montent dans les wagons, ils vont nous envoyer dans un camp ou simplement un camp de travail, ça va être bien, mais quand tu vois des chiens et des mitraillettes, tu te dis que le camp de travail ça peut être plus dur que ça. Donc là tu dois directement penser à fuir. Mais non, les gens ils espèrent tout le temps jusqu'au dernier moment que ça tombe sur les autres. Non, c'est les autres. Oh, c'est pas grave. Non mais justement ça fait bien. Donc à ce moment-là, tu vois, c'est ça, les gens ils y croient pas. Les Français ils vont bientôt se mettre dans la réalité de l'existence avec quelques attentats, parce qu'il doit y avoir au moins, moi je dis entre 2 et 3 équipes encore en liberté, du même acabit. Il n'y en a pas des milliers, mais sans compter au moins une dizaine de mecs un peu débilos avec une Kalachnikov qui sont capables de faire le même truc, mais tout seul, pas organisé. Donc ça fait quand même beaucoup et ça fout quand même la merde en France. Tu vois, parce que là, Daesh est en train de jeter ses derniers pions dans la bataille parce qu'ils sont en train de perdre pas le nombre d'hommes courageux qu'ils ont, parce qu'on me dit ils sont courageux, ils sont lâches. Non, ils sont pas lâches. Aller se faire sauter avec la dynamite autour de soi, c'est pas de la lâcheté, c'est du courage. Même si c'est de la folie, c'est du courage. Faut pas mépriser l'ennemi. Ces hommes-là sont courageux et croient vraiment qu'ils vont aller au paradis. Mais on a affaire à des dingues, tu vois, et qui sont instrumentalisés. Donc c'est le problème, tu vois. Et eux, les Français, ne comprennent pas encore ce qui leur arrive. Et on va encore avoir de la merde. Daesh est en train de jeter tous ses pions dans la bataille. Puisqu'elle c'est la bataille finale, elle est en train de perdre ce qui lui rapporte de l'argent et son pétrole. Elle le perd, puisqu'on veut la remplacer, c'est par, à mon avis, peut-être je me trompe, un État kurde. On va en avoir d'autres, de toute façon, tu les élimines pas comme ça. Alors nos services secrets sont pas mal, sont bons, mais bon, ils ont encore des lacunes. Nos policiers sont courageux, mais il y a encore des lacunes. On aurait dû agir plus tôt, si tu veux, mais c'est dur à dire, tu vois. Nos services secrets sont sûrement très bons. Après, nos gouvernements sont pas bons, parce que nos gouvernements ont laissé empirer la situation. Et la situation, elle est due à la structure sociale du pays en caste, qui fait que des jeunes en France n'ont pas d'avenir. Alors eux, ils croient que c'est parce qu'ils sont musulmans et parce qu'ils sont maghrébins, tout ce que tu veux. Non, c'est parce qu'ils sont pauvres, et en France, quand tu es pauvre, tu montes pas. Et quand tu viens du Maghreb, ta pauvreté, tu la portes sur la gueule, puisque tu as la couleur de ta pauvreté, puisqu'en général, c'est des castes. Donc eux, ils n'ont pas encore compris que c'était un système donc désespéré, parce qu'on leur laisse juste un RSA. Qu'est-ce qu'on leur laisse, un mec qui est pauvre? Tu sais que tu ne montes pas socialement, tu y crois, on te fait croire que le pays, la liberté. Non, en France, tu ne montes pas. Le système juridique, le système pour monter une boîte est tellement dur que tu as des trucs à payer, il faut connaître un bon juriste. Les lois sont tellement dures à utiliser, on fonctionne dès le début qu'il faut déjà avoir dans la famille des juristes et des avocats pour pouvoir tenir une boîte. C'est difficile à dire, c'est pour ça que certaines communautés organisées arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont tout le temps un banquier, un avocat, un juriste dans la famille qui leur permet, pas parce qu'ils volent, qui leur permet de tenir. Mais quand tu viens d'une classe un peu petit prolo ou je sais pas quoi, ou des pauvres, des maghrébins qui sont venus travailler ici, même s'ils sont français, tu montes pas. Et le mec il va voir parce que les Français sont méchants. Je dis non, ils sont pas méchants. C'est un système de caste qui est complètement réorganisé pour faire une véritable méritocratie et virer tous ces politiques incompétents qui ont généré ce système
en enlevant tout espoir aux Français. C'est-à-dire, vous avez les mecs des cités, on leur laisse la chicha, le sandwich, comment ça s'appelle, grec, tu sais, de quoi le kebab ou le deal de hashish, tu vois. Et puis le petit français classe moyenne, on lui laisse quoi? Pas grand chose non plus, tu vois. Rien, le fils d'enseignant, il a quoi? Il sera enseignant à petit niveau, c'est tout. Ou il fait de la politique, il pourra monter, essayer de grimper les élections dans la mafia socialiste pour essayer de ravir la place du pouvoir aux vieilles familles françaises, tout ça pour se gaver de l'argent des classes moyennes prises à la gorge. Sans méritocratie, sans rien, que des réseaux, c'est une catastrophe, là, aucune unité nationale. N'oubliez pas que ce sont les Français qui ont fait des attentats en France. Je ne vois pas un Allemand faire un attentat en Allemagne, c'est rare, il y en a, ici il y a eu, mais c'était plutôt des revendications politiques, tu vois. En Hongrie, tu vois pas ça n'existe pas. Les mecs sont libres, c'est des plus petits États, oui, mais en Pologne, tu vois pas ça. Et en France, on n'est pas en guerre civile, parce qu'il n'y a pas assez d'étrangers pour vraiment faire une guerre civile, ils sont encore en minorité, donc ils ont perdu, quoi qu'ils veulent faire, ils ont perdu s'il y a une guerre civile. On ne gagne pas quand on est 50 millions contre 10 millions. On ne gagne pas, c'est obligatoire. Tu vois, c'est une horreur, c'est vrai. Mais c'est pragmatique, mais c'est la merde. Et ça arrange un peu les États-Unis d'Amérique, qui ne cherchaient pas ça non plus, tu vois, mais qui étaient pour une déstabilisation de l'Europe. Une Europe trop puissante, c'est gênant. C'est mieux de la scinder en deux, la France qui fait bande à part avec l'Angleterre et l'Allemagne qui fait bande à part. Tu as déjà une Europe déstabilisée, tu vois. Mais le problème, c'est la grande Eurasie. Toujours, merde, il y a une autre alliance qui est indestructible quasiment. Indestructible. Là, c'est intéressant. Et bon, on va s'en sortir, mais on va sortir si on réforme, si on restructure la morale française, la société en elle-même. Je l'ai dit dans ma vidéo sur les attentats, je l'ai dit avant, j'ai dit non, ce sont des Français, ils connaissaient les lieux des Français. C'était des Français, c'est pas des Syriens, c'est des Français. Comment veux-tu qu'un Syrien qui arrive ici connaisse déjà les lieux? Les mecs qui connaissent les lieux à Bobo, ils ont fait exploser des bobos. Des bobos, des mecs qu'ils aiment pas, tu vois. Ils ont fait exploser des lieux qu'ils aimaient pas. Le bobo, c'est quoi? C'est le petit bourgeois bohème, le petit français, ils étaient tous graphistes, agents artistiques, avocats pour une société machin, tu vois, qui allaient danser, des jeunes, la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie française qui venait s'amuser le soir, tu vois. Ils ont fait sauter ce à quoi ils ne pourront jamais accéder en vérité quelque part. C'est un peu ça. C'est une lutte de classe, mais récupérée par des groupes islamiques qui sont financés par le Qatar, l'Arabie Saoudite, je sais pas, moi je suis pas un spécialiste, mais par tous ces pays, poussés au cul par les Américains pour déstabiliser, sans penser qu'il y a réellement des attentats, tu vois. On dit bon, on leur fout un peu la merde, après, les mecs ne pensent pas qu'il va y avoir 130 morts, forcément. Ils vont nous emmerder, ils vont nous faire des grèves, voilà, c'est ça le problème. Dans une guerre économique, tu vois, c'est aucune... Si on donne de l'espoir aux gens en France, si les gens peuvent travailler, ils peuvent acheter un logement, les gens ne peuvent pas acheter un logement en France. C'est trop cher, on vend notre pays aux étrangers parce que tout est trop cher, les gens ont un travail, ils sont taxés à fond, les gens n'accèdent même plus à la propriété, sauf avec des crédits sur 30 ans où c'est la banque qui possède en vérité, tu vois, où ils payent à des logeurs qui possèdent 20-30 appartements, c'est une honte. Si on donne aux gens la possibilité d'avoir un logement, la possibilité de travailler, de montée sociale, et pas pour tous, mais qu'il y en ait 1 sur 50 qui monte, déjà ça donne de l'espoir et tu vis heureux dans ton quartier en disant mon fils aura toujours la possibilité. Mais là tu leur donnes quoi? Aucune possibilité. Donc le mec il est facilement repris par un prêcheur débile qui fait venir du bled, un débile, un profond. Hein. Et à ce moment-là, c'est pas un mec, c'est pas un vrai savant au niveau islamique, hein. C'est un débile qui vient raconter des conneries, financé par des saoudiens ou quoi dans les mosquées, tu vois, pas forcément avec des millions mais financés, qui va leur tourner la tête et qui va être repris par un mec par derrière. Tu vois, souvent le prêcheur il est pas en rapport avec les terroristes, mais ils sont pas loin les terroristes derrière les groupes, tu vois. C'est une honte. Franchement, si ces mecs-là
avaient un espoir dans la vie, pouvaient avoir une maison, pouvaient baiser facilement, avoir une nana, se marier facilement, donner l'avenir à leurs enfants. Et vivre dans un pays où il y a une méritocratie, on est fiers d'être français parce qu'on se connaît tous, c'est un pays où on connaît son voisin, on est fiers de faire un bon pain, on est fiers d'avoir un petit un magasin de revente de Citroën ou de Peugeot qui vend des voitures de bonne qualité, où tout le monde se connaisse, il n'y aurait pas ce problème, les gens vivraient bien, s'il y avait une véritable méritocratie. Les meilleurs postes donnés, les postes, pas les meilleurs, les postes donnés aux plus compétents, pas aux fils d'eux. Le pays s'effondre. On donne les postes à des fils d'eux souvent incompétents, parce qu'il n'y a pas de sélection dedans, sélection génétique, parce qu'un mec qui a de l'énergie, va tirer ton pays vers le haut. Si c'est un fils d'eux dégénéré, parce que on donne le poste de père en fils, et souvent le père épousant une femme belle, c'est tout, tu vois, ou de son milieu, tu vois qu'il n'y a plus d'éléments exogènes qui viennent d'une classe inférieure, qui a de l'énergie, qui viennent remplacer celui qui est moins bon. Tu vois, donc on se retrouve avec un pays moribond, dégénéré, avec des mecs qui viennent du bled, encore très agressifs génétiquement, mais qui n'ont aucun espoir, donc ils vont vite tomber, les musulmans qui vont vite tomber dans les griffes des fondamentalistes. Le système de caste marche très bien dans un État fermé, un grand État centralisé fermé. Ça marche très bien, ça le stabilise. Mais dès que les frontières sont ouvertes, ça ne marche plus. Le système de caste, ça marche depuis les Celtes. C'est tout le temps marché, ça a tout le temps marché. Tu vois, c'est pas du tout le système russe. Ils ont beau avoir le tsar, il n'y a qu'à lire Tolstoï, Dostoïevski pour t'apercevoir que les montées sont possibles. Tu vois, la noblesse, c'est pas la même noblesse, tu vois. Tu peux passer dans la noblesse si tu épouses une fille noble, si tu es soldat, par exemple, tu épouses une fille de noble, parce que tu as au champ, au combat, tu vois, c'est le russe. Pareil en Hongrie, la noblesse, en Allemagne, la noblesse n'a pas du tout la même valeur. La France, c'est un pays de caste avec une noble. On est noble de père en fils. D'ailleurs, jusqu'au moment où le système ne va plus, où il y a à ce moment-là une explosion générale, où la caste d'en dessous reprend. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une explosion. Et que la caste du dessus va bientôt disparaître. Si elle continue comme ça. Il faut changer complètement la structure du pays. En profondeur. Et ça passe par une réforme morale du pays. Apprendre à ne plus arnaquer son voisin. Je ne vends pas de la merde à mon voisin. Dans les affaires, il n'y a pas d'amis, tu vois. Je suis serrurier, et puis je viens chez la vieille, et puis je lui fais payer une serrure qui n'est pas cassée parce qu'elle avait mal mis sa clé 3 fois le prix. Je suis plombier et j'encule la pauvre vieille, tu vois. Je suis dans la mécanique et je te dis que ta voiture elle est pourrie alors qu'il y avait juste un petit truc qui avait lâché, tu vois. Je viens voir ton toit, je dis oh ton toit, oh il va fuir. Il n'est pas fuir, t'avais juste la personne n'est pas technicien, elle essaye de te revendre tout un toit entier alors qu'il y a 3 tuiles à changer. Tu vois, ça c'est la mentalité française, c'est j'encule mon voisin. Pourquoi? Aucune unité nationale. Pourquoi? Parce que tout simplement, aucune morale en haut non plus. Nos politiques ne montrent pas la morale, ils sont tous corrompus, ils ne veulent le pouvoir que pour se gaver sur l'argent qui vont être récoltés sur les classes moyennes travailleuses, et ceux du bas disent bon, comme je ne peux pas monter, je prends un RSA et je glande rien. Et je me prends un HLM, et puis quand tu es un peu intelligent, tu fais 3-4 enfants, comme ça tu es prioritaire. Et puis ils vendent du shit. Tu vois? Après 14, on a perdu nos hommes virils, nos hommes qui avaient malheureusement envoyé le combat. On était stupides, ils y croyaient, si tu veux, il y avait une véritable fierté d'appartenir, il y avait des vies de village. Après, c'est vrai que ça s'est transformé, moins d'agriculteurs, ils ont disparu, c'était les agriculteurs, c'était les mecs de la terre qui étaient unis. Tu vends tes patates aux mecs en face, tu tous les connais, c'est des vies de village, comme il y a en Hongrie, c'est des agriculteurs, encore ça ne se voit pas, mais il y a une agriculture au noir, tout le monde vit sur un système au noir. Donc tu vois, en France, ça a commencé en 14, et puis après, on a dû perdre notre honneur en partie en 40, tu vois. Et puis, progressivement, ça s'est fait. De Gaulle a essayé de remonter. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Et puis après, les socialistes ont achevé tout pour des raisons électorales, en culpabilisant le français pour avoir des voix étrangères. À chaque fois, des mecs du bled qui venaient et on disait ils sont vilains les Français, alors socialistes, ah oui, ils sont vilains. Et à chaque fois, les mecs prenaient la nationalité. C'était contre les Français, donc avec les socialistes, tu vois, c'était uniquement pour des raisons électorales, parce que les socialistes n'en ont rien à foutre. Les étrangers, c'était pour avoir l'argent des impôts, pour jouir, comme à la cour, jouir du pouvoir. Tu vois bien que les politiques, le Sénat qui est pas loin, là, ce sont des porcs.
ils touchent 10 000 euros par mois. Plus 10 000 euros pour leurs associés, plus les petits fours, le champagne, Moët Chandon ou autres, et les logements dans des hôtels particuliers. Et leur bobonne qui vient et qu'on emmène faire la tournée des musées. Ça coûte combien? Par des gendarmes qui pourraient être utilisés ailleurs. Ça coûte combien? Ces gens-là, c'est la cour. Il faut enlever ça. Quand on est en période de crise, non, on les vire, ces gens, on n'en a pas besoin. Normalement, c'est un peu de poulet fermier, et puis des haricots verts et un peu de patates, avec de l'eau d'évian. C'est tout. T'as pas à voir le reste. Et ces gens-là, ils viennent dormir au Sénat. On peut remplacer les sénateurs et les députés par 50 juristes nommés par les partis politiques, la moitié par le gouvernement et l'autre par les partis politiques pour vérifier la conformité des lois. Moi, je ne suis pas un grand juriste, je ne connais pas ça, mais il y a beaucoup plus simple à faire. Tu vois, et ça coûte moins cher à l'État. Et les lois, les faire voter par ces gens-là, on peut mettre très bien un petit boîtier et les faire voter avec une carte hop, électronique, où chaque loi est votée hop, par chaque personne. Et on dit oui, mais les gens, ils ne connaissent pas la politique, ils sont incapables de voter les lois, ils sont idiots. Ben, ils apprendront à voter les lois, ils apprendront à les voter. Et puis quand elles seront mal votées, ben, ils les revoteront après, ils voteront des destitutions de loi s'ils veulent. Ben, il faut apprendre aux hommes à être responsables, ou qui crèvent, comme ils crèvent actuellement, comme ils sont morts, les innocents au Bataclan. Voilà, parce qu'on n'apprend pas aux gens à être responsables. Et dire aux gens, oui, la politique française et étrangère n'est pas bonne, on n'a rien à faire là-bas. Tu vois, on n'a rien à faire là-bas. Surtout qu'on peut avoir du pétrole russe et du gaz russe. On s'en fout. On a du nucléaire. On a des bombes. On n'a pas à se plier, par exemple, les Qataris, les Saoudis, on fait les liens. Ces gens-là, ce sont des gens primitifs qui crucifient les gens, qui les décapitent, les crucifient et les laissent pourrir. Alors, on manifeste pour une gay pride à Paris, et après on tire les pompes à des mecs qui condamnent à mort l'homosexualité, qui lapident la femme adultère. Alors que nos politiques vont dans les clubs échangistes. Tu vois, un truc de dingue. Pour venir sur Terre, le français doit être moral. La moralité, ça passe par soi-même, et ne pas parler, ne pas accepter de traiter avec des gens immoraux. Et ça commence par soi-même. Déjà, toi, tu es moral. Moi, je suis moral. Nous sommes moraux. Donc, cessons toute collaboration avec les gens immoraux. Nous sommes assez forts pour tenir. Et je peux te dire que les petits mecs de banlieue, au lieu de tomber dans le terrorisme stupide et avec des marionnettistes qui les utilisent, quoi. Bah, je peux te dire qu'ils seraient fiers d'être français, d'être dans un pays avec des valeurs, des vraies valeurs. Tu vois, des valeurs humaines, normales. Je ne convoite pas la femme de mon voisin, parce que je veux pas d'emmerde. Je ne veux pas briser la structure de ma société. Je ne vole pas mon voisin, je n'arnaque pas mon voisin, j'essaye de rendre service à mon voisin, je fais traverser la vieille dame, je suis fier de mon travail. Quand je balaye la rue, regardez-moi, je balaye la rue, je suis un homme indispensable, parce qu'après ça pue pas. Et puis quand je suis mathématicien, je fais des trucs pour concevoir des choses, des appareils qui serviront à mon pays et qui permettront aux gens de survivre. Et je ne gagne pas d'argent pour dépenser dans des trucs inutiles, dans des sacs Louis Vuitton qui ne servent à rien, je montre. Aux États-Unis, ça a une certaine valeur, si tu veux, montrer qu'on a ci, qu'on a ça, c'est montrer qu'on a travaillé, qu'on a réussi. En France, c'est même pas ça, parce que c'est pas un système de caste. Tu vois, même si le système américain est stupide par endroits, parce qu'il pousse les gens à consommer pour montrer qu'ils ont travaillé. Mais en France, c'est une horreur. Il faut arrêter ça. Revenir à des vraies valeurs. On peut dire oui, le national-socialisme par exemple. Ah oui, le national-socialisme sans racisme. Parce que c'est une chose qui est bien, le national-socialisme. Nationaliste et socialiste, ensemble. Mais mon pays, par-delà les origines, par-delà les religions, on est de la même nation, et socialiste, on est social, mais dans une économie de marché qui marche quand même. Communiquer avec l'étranger, tout ça. Tu vois, des petites sociétés, des PME, les Allemands le font très bien. Alors, ils ont des défauts, bien sûr, ils sont traîtres, tout ce que tu veux, ils sont très racistes quand on les connaît, hein, ils ont l'air très sympas, mais ils ne le sont pas du tout. Hein, l'Allemand est raciste, il faut le savoir. Excusez-moi les Allemands, si vous voyez, je vous connais profondément. Hein. Quand on mange dans les familles allemandes, passer la demi-heure ou l'heure, on s'aperçoit qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Cette qualité allemande, nous les Allemands, un mépris un peu de l'autre, tu vois, de l'étranger. Parce que nous, on fait de la qualité. On travaille, regarde, le français il parle, là-bas, il ne fait rien. Lui, l'allemand, il est dans l'action.
Si vous voulez faire un acte héroïque, allez en terrasse pour montrer, mais à ce moment-là, prenez vos responsabilités, vous risquez d'être mitraillé. Parce qu'il y a des risques. Évidemment, si vous allez en terrasse tout le temps, il y a des risques que ça se reproduise bien, que les mecs peuvent attaquer d'une autre façon avec du gaz sarin dans le métro, je sais pas moi, il paraît qu'ils en ont, hein, ou ailleurs, ou dans un autre lieu que les terrasses, un supermarché par exemple, ils peuvent très bien faire un supermarché à la Kalachnikov, il peut varier. Hein. Tu rentres dans un supermarché, tu as les vigiles qui sont à l'entrée, ils ne vont pas mettre des flics dans tous les supermarchés pour les fêtes de Noël ou pour les samedis. Hein. Déjà plus de vigilance, c'est pas la peine de faire ses courses aux heures d'affluence non plus. Pour vous, hein, survivalistes, on va pas être débile, on va pas jouer les courageux quand on ne l'est pas, être bien observateur. Si vous voyez des gens louches, qui transpirent, qui ont l'air un peu stressés, remarquez-les, n'hésitez pas à appeler la police, hein, les signaler, hein, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Et puis apprenez à vérifier les mecs. Alors effectivement ça va être horrible parce que mes amis maghrébins qui me regardent, c'est vrai qu'il va y avoir souvent les terroristes vont être d'origine maghrébine, du Maghreb. Ce qui n'est pas du racisme, ce qui est logique, puisqu'en général, ça va être des gens avec des musulmans. Donc, ils ont plus de chances de racoler dans les cités du maghrébin que de racoler du savoyard, du village aux yeux bleus, tu vois, c'est logique. Donc, c'est pour ça que je dis, vérifiez si vous avez des mecs qui ont l'air basanés. C'est pas pour ça qu'il faut être raciste et leur en vouloir. C'est normal que c'est eux qui auront le look potentiellement terroriste, tu vois. Mais malgré ça, alors, je sais que mes copains maghrébins sont pas grands, on va être contrôlés tout le temps, mais excusez les flics. Excusez les flics, ils vont vous contrôler en permanence maintenant. C'est logique. Par contre, exigez que la police soit polie avec vous. Elle n'a pas à être impolie. Justement, une police très ferme et d'une grande politesse montre la grandeur de la France. Une police qui tutoie et qui est ferme et qui tutoie et qui humilie, c'est une merde. Il ne faut jamais humilier quelqu'un. Humilier un homme, humilier un peuple, vous êtes sûr d'avoir une grande merde qui vont vous arriver dans la gueule. Vous voyez? C'est simple. Ou vous éradiquez un mec complètement, mais ne l'humiliez jamais. C'est-à-dire vous allez en générer un terroriste, un mec qui va vous faire la guerre. On a humilié l'Allemagne en 40, en 14, avec Trianon, tout ça, t'as généré un monstre. Tu vois, il ne faut jamais humilier les gens. C'est une base. C'est une base. Donc, il faut accepter d'être contrôlé et puis accepter de contrôler les gens avec un faciès particulier, mais toujours avec une grande politesse, une grande droiture. Ça, c'est ce que je dis aux policiers, mais je ne veux pas pour tout le monde qui me regarde, c'est tout. Et c'est pas du racisme, c'est pas du contrôle sur le faciès. Oui, le contrôle est au faciès parce que les probabilités à les contrôler du blond aux yeux bleus, c'est un manque de productivité. C'est une improductivité de la part de la police, une stupidité. Effectivement, il peut y en avoir. Mais les convertis sont beaucoup moins nombreux que les non-convertis. Il y a qui y en ait. C'est normal. Dans une cité, c'est normal qu'au bout d'un moment, quand tu vois que t'es pauvre, tu te dis, j'étais avec Momo et tu dis, oui, je tombe converti. Au moins, c'est vrai que dans ces troupes-là, il y a une véritable, dans ces troupes d'échoises, il y a une véritable fraternité qui naît. Faut pas croire. Les mecs, il y a une fraternité. Dire mourir ensemble, aller au combat ensemble, ça fait naître un esprit de corps, un esprit de fraternité que les mecs n'ont pas trouvé en France. Faut pas oublier ça. Les mecs l'oublient. Comme à la Légion, ça fait des très bons combattants. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable fraternité à la Légion. L'officier fait tous les camps d'entraînement, fait du entraînement, et avec le soldat. Donc ça fait un esprit ensemble. La fraternité, ces gens recherchaient de la fraternité qu'ils avaient perdue. Mais ils la recherchent dans la mer, dans le terrorisme. Un peu comme sous Napoléon, les mecs sont allés combattre la fraternité, la grande unité dans les troupes de Napoléon, qui étaient en vérité des troupes quand même sanguinaires. Tu vois, c'est la merveille de l'unité par-dessus les origines et par-dessus les classes sociales, dans le sang et les larmes, en vérité. Tu as tout le temps du beau dans le mal. Mais tuer des innocents, c'est affreux. Il faut tuer des bobos qui étaient pour rien. Les mecs sont allés danser le samedi soir, ils n'avaient rien fait. Et les parents vont pleurer leurs enfants, c'est dramatique. Ils ont brisé des familles. Des gens, ils ne savaient même pas ce qui passait en Syrie. Ils étaient au courant de rien, les mecs. Si vous avez des terroristes qui me regardent, les mecs que vous avez tués n'étaient au courant de rien. Et vous me direz, oui, bien, comme les familles bombardées en Syrie, oui, effectivement. Mais vous ne pouvez pas tuer des innocents, c'est interdit par le Coran. Interdit. Vous avez fauté. Alors après, c'est votre conscience, vous devez vous racheter vous-même. Vous jugez, Dieu vous juge, pas de vous que votre veine jugulaire. Voilà.
ce qui serait bien, c'est, j'avais entendu un mec dire ça à la télévision, fallait rappeler les réservistes de la police et de la gendarmerie. Alors, je connais pas exactement comment ça fonctionne, mais je crois qu'il y en a à peu près 5000, alors je sais que dans la police ou la gendarmerie, je me souviens plus, qui pourraient venir grossir les forces de sécurité pour faire des contrôles et pour surveiller un peu les lieux sensibles pendant ces quelques périodes qui vont être difficiles. Alors on pouvait aussi, une autre méthode qui est pas mal, pour les cumuler, Avenue de Clichy fermée. c'est Basculement vers un nouvel obliger les policiers et les gendarmes, quand ils sont en civil, de conserver leurs armes sur eux pour pouvoir intervenir en cas justement d'acte de terrorisme, ou quand ils trouvent qu'il y a des Avenue de Clichy fermée. personnes suspectes. Basculement Tu vois. vers un nouvel itinéraire. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire, ça serait plus simple. Donc j'avais dit aussi, moi, ce qu'on pouvait faire, recréer des milices. Alors pas des milices, des mecs armés, des milices de quartier, mais pas des mecs armés qui viendraient surveiller les gens et qui ça ferait comme une espèce de petite dictature, pas du tout. Plutôt des espèces de milices de quartier pour faire de la surveillance à l'entrée des rues piétonnes, des rues avec beaucoup de commerçants, des trucs comme ça, tu vois. Tu prends des gens du quartier, comme ils sont du quartier, ils connaissent les gens, donc ils laissent passer les gens qu'ils connaissent, et puis les autres, ils demandent à faire la fouille des sacs et éventuellement fouiller les voitures quand elles rentrent dans des zones où il y a vraiment une forte densité de population, tu vois. Donc ça serait très simple. Évidemment, il faudrait que ces gens-là passent au commissariat, pas au commissariat, qu'il y ait un système qu'on vérifie qu'il n'ait pas de casier et qu'ils aient une espèce d'accréditation de la préfecture, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois, pour qu'ils puissent faire ça, et puis en même temps qu'ils soient accompagnés d'un réserviste ou d'un réserviste pour pouvoir effectuer ces contrôles. Ça soulagerait un peu la police, ça permettrait de sécuriser pas mal d'endroits. Tu vois, bon, là, on est un peu en état de guerre, hein, même s'il n'y aura pas tant de morts que ça, hein, on n'est pas prêt de se terminer, hein. Il doit y avoir encore une ou deux équipes de malades mentaux sur le terrain, plus une dizaine de mecs capables d'intervenir tout seuls avec des calas, hein. Donc c'est ça, donc à partir de ce moment-là, ça pourrait être pas mal d'avoir des gens qui font de la sécurité. En plus, évidemment, s'ils tombent sur des dingues qui sortent leurs armes tout de suite, ça permettrait peut-être d'arrêter les mecs tout de suite, ou bien de faire sauter les bombes avant l'entrée de la rue où il y a beaucoup de monde qui se sacrifierait pour quelque chose. Tournez à gauche dans le boulevard Molan, puis prenez la première rue, avenue de Clichy fermée. En sachant que même, vers un nouvel itinéraire. que ça termine, même si on va avoir des attentats, il va y avoir sûrement d'autres victimes, ça va être très très dur, hein. Donc on n'en aura pas forcément des milliers d'attentats, mais on risque d'en avoir quelques-uns. Il faut savoir que ça c'est rien par rapport à la guerre réelle. Par exemple, quand je disais tout le temps, le siège de Budapest, c'était 2000 morts par jour, hein, faut savoir, pendant un mois quasiment, hein. Ça fait, ils ont eu 120 000 morts en tout, on comptait des gens de partout, avec 18 000 civils, 60 000 Russes, je crois, 40 000 Allemands, je ne me souviens plus, et puis 20 000 autres nationalités soldats. Donc, même si ça paraît atroce, c'est horrible pour les victimes et leurs familles, c'est quand même rien par rapport aux guerres qu'il y a eu dans le passé. Voilà. Mais bon, il faut tout faire pour éviter qu'il y ait des prochaines victimes. Donc, ça passe par quand même des grandes mesures, hein. Donc, ce qu'il faut faire. Et puis Sarkozy, que j'aime pas particulièrement, que je considère comme un traître à la patrie pour de nombreuses choses, par exemple pour avoir autorisé pour avoir fait son truc en Libye, je crois, et puis pour avoir autorisé les Qataris à venir en France et à investir et ne pas avoir de droit sur d'impôts sur les plus-values. Il avait quand même proposé un truc qui était pas mal, c'était tous les mecs qui sont de près ou de loin attachés à tous ces réseaux terroristes, hein, plus ou moins. Alors, c'est très dur de savoir est-ce qu'ils sont surtout dans le blabla ou est-ce qu'ils vont vraiment agir, mais on leur met un bracelet électronique et ils n'ont pas le droit de quitter tel endroit. Et on sait exactement où ils sont à tel endroit. Et puis quand ils veulent enlever leur bracelet, tout de suite ça sonne. Donc à mon avis, c'est pas une mesure stupide, ça peut coûter un peu d'argent, mais ça peut être très efficace.